have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. If they were in my position, and you live a privileged life, what would it take to make you leave everything behind? C'est un des symboles de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Aux abords de la route des Chicanes, la ferme des 100 noms. Nous sommes tous des faucheurs de chênes. Nous sommes tous des faucheurs de chênes. Dans quelle mesure toutes les pratiques qu'on voit de plus en plus et qui vont être confirmées législativement, donc les fouilles en amont, les interpellations préventives, etc., visent en réalité à empêcher les gens de manifester et donc d'exercer leurs droits? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2023, notamment dans les engagements professionnels, militants et associatifs que vous poursuivez. Pour introduire cette nouvelle année, j'ai décidé de consacrer ce nouvel épisode de En droit de résistance à l'état de notre droit en matière de désobéissance civile. Dans quelles conditions peut-on ou doit-on désobéir? Quelles sont les protections prévues par la loi? Peut-on véritablement parler d'un droit de résistance à l'oppression? C'est bon à savoir quand même, c'est réconfortant. Tu vois fiston, c'est pas par hasard que ça nous dégringole dessus. C'est la loi. Définition. La désobéissance se traduit par le fait de refuser de se soumettre à une loi. Et la notion de désobéissance civile est plus spécifiquement associée à une transgression dirigée contre une loi considérée comme inique par des citoyens. Elle peut aussi être dirigée contre un ordre d'une autorité censée être légitime. Elle devient un acte contestataire, public, généralement pacifique, dont l'objectif est soit d'obtenir une avancée législative concrète, par exemple l'abrogation de telle ou telle disposition législative, soit, plus généralement, de contester une politique gouvernementale et ainsi exercer une pression sur les décideurs publics. Petit rappel historique. On attribue généralement la première théorisation de la désobéissance à Henri David Thoreau. Le philosophe et poète avait été arrêté en 1846 pour avoir refusé de payer, pendant 6 ans, un impôt à l'État américain pour marquer son opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique. Son œuvre inspira d'autres figures illustres de la désobéissance civile, à l'image de Gandhi. Celui qui fut assassiné par un fanatique hindou en 1948 a, au-delà de son rôle capital dans l'accession à l'indépendance de l'Inde contre les colons britanniques, développé le satyagraha. C'est une forme de résistance par la non-violence et la non-coopération. Il initiera, entre autres, en 1930, la marche du sel contre une loi qui taxait le sel et interdisait sa récolte. Après une marche de 300 km, avec ses disciples suivis par une très grande foule, il recueillera du sel malgré l'interdit. Il sera emprisonné, mais la résistance se propagera. Parce que 100 000 Anglais sont dans l'impossibilité de contrôler 350 millions d'Indiens si ces Indiens refusent de coopérer. Et c'est cela notre objectif. Nous prônons une pacifique, une non-violente non-coopération. En 1955, Rosa Parks, militante de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, sera arrêtée après avoir refusé de laisser sa place à un passager blanc. Do you all push us around? The law is the law. Elle est aujourd'hui considérée comme la mère du mouvement des droits civiques. Un certain Martin Luther King, alors pasteur méconnu, prendra la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks. Il organisera des mouvements comme le boycott des bus de Montgomery. Les Afro-Américains sont invités à ne plus prendre les bus publics. Ils se déplaceront et se rendront au travail à pied, en signe de protestation. La Cour suprême finira, en 1956, par annuler les lois de ségrégation dans les transports dans le comté de Montgomery. Martin Luther King multipliera les actions non violentes contre la ségrégation. Il deviendra le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix
en 1964, un an après son très célèbre discours « I have a dream ». I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ces seuls exemples illustrent incontestablement la place fondamentale occupée par la désobéissance civile dans la lutte pour les droits. L'histoire plus récente en offre d'autres, comme en France, le manifeste des 343, tribune publiée en 1971 pour le droit à l'avortement. La tribune fut notamment signée par l'avocate Gisèle Halimi, dont la défense lors du procès de Bobigny d'une femme ayant avorté après un viol a contribué à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse par la loi Veil de 1974. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Même Thomas Hobbes, dans son célèbre ouvrage Le Léviathan, qui développe l'image d'un État fort, centré sur la sécurité, introduit l'image d'une résistance nécessaire lorsque l'État cède à ses obligations les plus fondamentales. Il soutient ainsi que si l'État faillit dans la protection des citoyens, ceux-ci ont un droit inaliénable de résistance afin de protéger leur vie. Au cours de ces dernières années, la désobéissance a particulièrement été utilisée par les mouvements écologistes face à l'urgence climatique. Récemment, des militants anti-bassines ont été jugés le 6 janvier 2023 à Niort pour des dégradations et des violences commises lors de l'envahissement d'un chantier à Mauzé-sur-le-Mignon en septembre 2021. Une présentation de la manière dont le droit aborde la désobéissance s'impose par conséquent. Première partie, la désobéissance légalement admise dans sa dimension individuelle. Premièrement, la désobéissance du fonctionnaire. Tout d'abord, il est indispensable d'évoquer le devoir de désobéissance de l'agent public tel qu'il résulte du droit français. Cet examen s'impose d'autant plus au vu de l'impossibilité de dissocier le rôle répressif de l'État de tous ceux qui, par leur action, permettent sa concrétisation. L'histoire a maintes fois offert à des fonctionnaires l'opportunité de s'opposer à des ordres illégitimes, sans l'exécution desquels, s'agissant des plus graves, des politiques mortifères, des génocides auraient pu être évités. Le procès de Nuremberg, qui s'est tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, et qui a permis le jugement de 22 hauts dignitaires nazis, a sensiblement contribué au développement du devoir de désobéissance du fonctionnaire. Selon le tribunal, un individu qui commet une infraction au droit international ne peut dégager sa responsabilité en alléguant que son acte était autorisé par l'État, ni même que les prescriptions du droit interne le rendaient obligatoire. L'article 8 du statut du tribunal de Nuremberg reconnaissait seulement le fait d'avoir agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique comme un possible motif de diminution de la peine, mais pas comme un motif d'exonération de responsabilité individuelle. Cette reconnaissance de responsabilité de l'agent public a inspiré notre droit. Selon le Code général de la fonction publique, l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où un ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. C'est d'ailleurs un devoir qui figure notamment dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Deux conditions sont donc requises. La caractérisation d'une illégalité manifeste de l'ordre donné, d'une part, et d'autre part, l'intérêt public doit être gravement compromis. Notons que le fait, au contraire, d'exécuter un ordre qui remplirait ces deux conditions peut exposer l'agent à une sanction disciplinaire ou à une sanction pénale. Il y a donc bien, mais dans ce seul cas de figure, un devoir de désobéissance. Et à un moment donné, vous êtes au pied du mur. Vous ne pouvez pas faire autrement que de signaler les faits. Ce que la justice nous demande, ce que les juges nous demandent aussi, ce que le public nous demande. Ils nous disent, on veut bien vous respecter, vous la police, mais soyez exemplaires. Notre hiérarchie, le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur nous demandent d'être exemplaires. Ils nous le disent, les uns après les autres. Des collègues qui ne représentent pas la majorité ont fauté gravement, lourdement, sur plus d'une année, et bien plus pour d'autres. Ils ont été couverts localement, ils ont été couverts à un autre échelon. Pour les militaires, le Code de la défense nationale rappelle qu'ils doivent obéissance aux ordres
de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui seraient contraires aux lois, ou aux coutumes de la guerre, ou aux conventions internationales. C'est l'application de la théorie dite des baïonnettes intelligentes. La désobéissance est un sujet complexe, car elle questionne la possibilité de contester une loi ou un ordre en fonction d'intérêts dont le désobéissant va lui-même évaluer la supériorité ou non. De plus, il peut y avoir chez l'agent public une proportion à se déresponsabiliser, que ce soit pour le supérieur hiérarchique en donnant un ordre dont il ne serait pas l'exécutant, ou à l'inverse, pour l'exécutant, d'abandonner son discernement en se réfugiant derrière son obligation d'obéissance. La question a des répercussions d'autant plus sévères pour les militaires que le refus d'obéissance est sanctionné pénalement. L'armée, ça doit être bien emmerdant des fois, non ? C'est vrai, oui. Mais... Petit 2, le cas spécifique des lanceurs d'alerte. La révélation de la surveillance de masse de la NASA par Edward Snowden, la transmission de documents au Wikileaks par Chelsea Manning, en France, Hervé Falciani, qui a révélé les noms de milliers d'évadés fiscaux en Suisse, sont autant d'actes citoyens ayant contribué à l'intérêt général. Ces actes ont ceci de particulier qu'ils ont pu demander à leurs auteurs d'enfreindre les règles de leurs entreprises ou certaines législations, comme celles liées au secret bancaire ou au secret défense. Souvenons-nous qu'en 2013, Edward Snowden, depuis réfugié en Russie, avait été inculpé par le gouvernement américain pour espionnage et vol de biens appartenant au gouvernement. En France, une loi du 9 décembre 2016 a créé le régime général du lanceur d'alerte. Petite définition. Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou alors, plus généralement, d'un engagement international qui obligerait la France. Le lanceur d'alerte doit avoir personnellement connaissance de cette violation susceptible de porter atteinte à l'intérêt général. En substance, la divulgation doit être nécessaire et proportionnée. Par ailleurs, elle doit intervenir dans le respect d'une certaine procédure, devant notamment respecter 3 paliers. L'alerte doit d'abord être faite auprès du supérieur hiérarchique, ensuite auprès de la justice ou d'une autorité administrative, et en dernier lieu, l'alerte peut être publique. En entreprise, la reconnaissance de ce statut doit permettre aux lanceurs d'alerte d'être protégés de représailles éventuelles comme une suspension ou un licenciement. La qualité de lanceur d'alerte est également une cause d'irresponsabilité pénale, tant que la définition est remplie et la procédure d'alerte respectée. Si l'on ne peut bien évidemment que se féliciter de la protection particulière des lanceurs d'alerte, il n'en reste pas moins que celle-ci demeure, à certains égards, encore peu effective. Tout d'abord, et un certain nombre d'affaires le montrent, le respect de l'intérêt général n'est pas toujours un automatisme et sa violation peut au contraire être intégrée par des acteurs comme un véritable mode de fonctionnement. Ensuite, parce que nous n'avons pas cette culture, les lanceurs d'alerte se retrouvent généralement livrés à leur sort. La protection est en pratique difficile à mettre en œuvre et l'urgence dans laquelle ils se trouvent entraîne rarement une réponse aussi rapide des institutions, bien souvent prisonnières des lenteurs administratives habituelles, liées notamment à la faiblesse des moyens. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. De nombreux exemples montrent. Le corps social, et surtout le monde de l'entreprise, peinent à réintégrer les lanceurs d'alerte, puisque les entreprises les regardent avec un œil soupçonneux. L'exemple de Karim Ben Ali, chauffeur en intérim et lanceur d'alerte à ArcelorMittal, en témoigne. Il a été victime d'une dépression et a eu le plus grand mal à se remettre de son alerte. J'étais menacé, je suis fait agresser le 2 août, on m'a défoncé la gueule, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, je suis encore sous médicaments, sous somnifères, parce que ça fait 3 ans que je ne retrouve plus le sommeil. Le cas de Stéphanie Gibault, ancienne cadre du BS qui avait contribué à dénoncer l'évasion fiscale orchestrée par la banque, en est une autre illustration.
Par ailleurs, selon la loi, les faits, informations et documents, quelle que soit leur forme ou leur support, dont la divulgation ou la révélation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires ou même au secret de l'enquête, sont exclus des dispositions protectrices des lanceurs d'alerte. De nombreux cas montrent pourtant que ces secrets sont parfois totalement instrumentalisés, comme celui de la défense nationale. Il nous reste maintenant à évoquer la désobéissance dans sa dimension collective. Occupation de centres commerciaux, décrochage de portraits d'Emmanuel Macron, tableaux aspergés, la désobéissance civile, dynamisée par l'urgence climatique, prend des formes de plus en plus diverses. Grand 2, un droit à la désobéissance collective, moins tracé mais grandissant. Petit 1, existe-t-il un droit à la désobéissance collective ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen porte en elle toute la contradiction existant entre la nécessité qu'une communauté réponde à des règles communes pour éviter le chaos, et de l'autre, offrir la possibilité d'une résistance. Son article 7 prévoit en effet que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Cette obéissance s'explique notamment par le fait que, selon l'article 6 de cette même déclaration, la loi est l'expression de la volonté générale. Le fait de s'élever contre l'autorité est d'ailleurs réprimé. Si le crime de lèse-majesté a disparu, il en va autrement de la résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique. La provocation à la rébellion est également réprimée. Reste que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit également que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Bien qu'elle n'ait jamais été appliquée, la Déclaration des droits de 1793, plus audacieuse, prévoit en son article 33 la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Et selon son article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Il résulte également du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Cependant, cette résistance à l'oppression est particulièrement difficile à mettre en œuvre, puisqu'elle intègre une appréciation nécessairement subjective dans la caractérisation de ce qu'est une tyrannie ou une démocratie. Les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer. D'un point de vue plus critique encore, on peut même s'interroger sur le point de savoir si cette reconnaissance textuelle d'un droit à la désobéissance, à tout le moins d'une résistance face à l'oppression, n'est pas que de façade. On comprend bien qu'aucun État de droit ne peut décemment intégrer dans sa législation un droit incompressible à la désobéissance, sauf à se fragiliser lui-même, sans nier sa propre légitimité. Le droit à la désobéissance n'en devient que plus difficile à exécuter. Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon ? Petit 2, comment la désobéissance se traduit dans les décisions judiciaires ? Rappelons que les désobéissants peuvent être poursuivis pour des comportements qui enfreignent sur le papier effectivement la loi pénale, comme des faits de dégradation, mais également pour des comportements abusivement qualifiés d'infraction uniquement dans le dessein de justifier des poursuites. En réalité, les juridictions qui se sont prononcées n'ont pas nécessairement consacré un droit à la désobéissance en tant que tel. Elles se sont généralement placées sur le terrain relativement classique du contrôle de proportionnalité entre l'acte et l'infraction.
Rappelons tout d'abord un principe élémentaire en droit pénal, à savoir que les mobiles sont indifférents, sauf dans le cas où ils peuvent être des causes d'aggravation comme le terrorisme ou le mobile raciste. Il y a bien des cas très résiduels dans lesquels le motif peut être pris en considération. Il en va ainsi du motif humanitaire, notamment s'agissant de l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier. En ce sens, le Conseil constitutionnel, en 2018, a jugé que la fraternité était un principe à valeur constitutionnelle. Cependant, là encore, il appartiendra toujours au juge de contrôler a posteriori la légitimité de l'action et du point de savoir si le motif humanitaire peut ou non être retenu. Dans un sens contraire à la prise en compte très rare du mobile, la Cour de cassation a pu juger, au sujet de l'introduction des membres de l'association Greenpeace dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cap Nome, que la volonté de dénoncer la vulnérabilité d'un site nucléaire aux attaques terroristes ne peut pas justifier une intrusion non autorisée sur ce site. Les prévenus avaient tenté de faire valoir le principe de nécessité, puisque la loi ne retient pas la responsabilité pénale de la personne qui, selon la définition, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. La Cour de cassation a considéré qu'un danger futur, qu'aucune menace actuelle ne permettrait de prévenir, ne peut être assimilé, au sens de la loi, à un danger actuel ou imminent. La Cour de cassation retient également que le délit d'intrusion, qui visait à dénoncer une situation, n'était pas, par lui-même, de nature à remédier au danger dénoncé. La Cour de cassation a par la suite confirmé cette analyse au sujet du supposé vol des portraits du président de la République, puisqu'elle a de nouveau écarté le principe de nécessité. Pourtant, ne devrait-on pas considérer, au regard de l'urgence climatique, que le principe de nécessité devrait justifier certains comportements mettant en garde contre des politiques publiques qui privilégient des intérêts privés sur l'environnement. Nous sommes en état d'urgence climatique, les choses n'avancent pas assez vite et on a besoin d'activer tous les leviers d'action pour contraindre les gouvernements. En revanche, cette même Cour de cassation a considéré dans cette affaire en 2021 que, dans certaines circonstances particulières, le fait de punir le comportement d'un individu peut porter une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce raisonnement avait déjà été adopté concernant une militante fémène qui avait planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge dans la statue du président russe Vladimir Poutine au musée Grévin. Il a été jugé que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Ces différents cas montrent à quel point la désobéissance est complexe à traiter d'un point de vue juridique. Une chose est certaine, même en matière climatique, elle n'a pas été reconnue comme un droit. En réalité, l'action de désobéissance peut être admise, mais uniquement si, par exemple, les juridictions estiment, dans un contrôle très concret entre les faits et les sanctions encourues, que la liberté d'expression doit prévaloir. En réalité, le fait de se placer sur le terrain de la liberté d'expression permet aux juridictions de se garder de livrer toute appréciation quant au bien fondé des comportements en cause. En effet, aucune appréciation n'est portée directement sur la légitimité de l'action. C'est donc un raisonnement confortable et relativement adroit. De plus, il permet de faire primer certains droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, sans reconnaître une dérogation qui serait absolue. En effet, les juridictions se livreront à chaque fois à une appréciation très concrète et a posteriori, ce qui génère aussi une grande insécurité pour les personnes poursuivies. Il est bien certain que le droit sera encore amené à évoluer, car il accuse un retard certain par rapport aux enjeux sociétaux. La protection des désobéissants climatiques est largement insuffisante. Au moins, vous, colonel, vous souffrez pour une idée.
nous en arrivons à la conclusion. Vous le voyez, la désobéissance est par conséquent, suivant les situations, soit un devoir, soit un droit. Elle met toujours les citoyens face à leurs responsabilités. Mal appréciée, la désobéissance peut se retourner contre ses auteurs, notamment en matière administrative, où les fonctionnaires sont passibles de sanctions disciplinaires. Bien maîtrisé, pour ces mêmes agents publics, il peut au contraire les protéger d'actions en responsabilité, en plus de leur permettre de faire primer l'intérêt général. Pour les citoyens, ce droit est moins lisible, et son absence d'affirmation tout à fait claire les expose à des sanctions compte tenu du caractère très imprévisible de l'application de la loi. C'est le cas, nous l'avons vu, pour les décrocheurs du portrait du président. De plus, si certaines situations devraient tolérer une désobéissance, c'est sans compter sur une évolution lente de la société et sur le fait que le système se protège contre le changement et qu'il le craint. C'est le cas en matière d'environnement où, classiquement, les intérêts de grandes entreprises se heurtent au réchauffement climatique. Il est bien certain que les juridictions ne sont pas totalement hermétiques à ces intérêts et que, bien au contraire, elles peuvent y être particulièrement sensibles, aussi parce qu'ils correspondent à une politique plus globale de l'État. C'est presque finalement une confrontation de logiciels de pensée et de conception de l'intérêt général qui est à l'œuvre. Les désobéissants, les lanceurs d'alerte, ne sont pas encore suffisamment protégés, mais restent des avant-gardistes à l'heure où le changement n'est clairement pas annoncé par nos responsables politiques. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait être amélioré ou les prochaines thématiques que vous aimeriez que je traite. Par contre, s'il devait y avoir un devoir d'obéissance, ce serait celui de commenter et de partager cette vidéo. J'espère que ce nouvel épisode vous a intéressé et permis de prendre mieux conscience de vos droits. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt et à suivre la chaîne de Blast. Parce que Blast est un média indépendant et en accès libre, il réclame enfin votre soutien à mesure de vos moyens. À très bientôt sur Blast, en droit de résistance.